Bonsoir, Kalispera Sas. Ce soir est un grand soir à l'Institut français d'Athènes, comme vous pouvez vous en rendre compte vous-même, puisque vous faites salle comble, un peu plus que comble, et je voulais vous dire que si vous en avez un tout petit peu marre d'être debout, pour ceux qui restent encore debout, il y a encore un peu de place au café. Nous avons organisé une retransmission caméra, d'accord? Donc ce sera un petit peu moins vivant, mais vous aurez la parole autant qu'ici et l'image presque de la même façon. Donc voilà pour ce premier point. Merci donc à vous tous d'être présents ce soir pour évidemment une soirée tout à fait exceptionnelle. Aujourd'hui est une journée exceptionnelle dans la relation franco-hellénique. Vous savez que le Premier ministre est en France, a rencontré notre président, et c'est d'ailleurs pourquoi notre ambassadeur n'est pas là ce soir. Mais nous le regrettons lui aussi beaucoup, c'est certain. Voilà, évidemment ce soir est un grand soir parce que nous avons deux invités prestigieux qui vont vous parler d'un livre qu'ils ont écrit en commun, en fait un échange de correspondance, et ce sera Yorgos Archimandritis qui fera le modérateur. Je vais donc lui céder la parole le plus rapidement possible. Je voulais simplement vous redire le plaisir que nous avons à accueillir ce soir Bernard-Henri Lévy et Michel Houellebecq qui vient de recevoir, vous le savez tous, le prix Goncourt. Yorgos, à toi. Merci beaucoup, Catherine. Mesdames, Messieurs, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Θα μιλήσουμε γαλλικά με τον Μπερνάρ-Henri Lévy και τον Μισελ Houellebecq. Οπότε όσοι από εσάς δεν καταλαβαίνετε, έχετε τα ακουστικά, φαντάζομαι. Ναι. Donc, Madame Suard, la directrice de l'Institut français, a parlé tout à l'heure. On peut maintenant, ακούγεται τώρα πιο καλά. Ναι. Λοιπόν, ορίστε. Ναι, κάναμε πρόβα το πρωί, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, κάναμε πρόβες το πρωί και όλα ήταν τέλεια. Λοιπόν, ναι, Madame Suard a parlé tout à l'heure de cet échange épistolaire, et c'est effectivement un livre-échange. Un livre à quatre mains, un livre à deux visages, donc celui de Bernard-Henri Lévy, philosophe, essayiste. Vous parlez à la direction de l'anthropologie. J'en ai deux, monsieur. Alors. Voilà. C'est presque du direct, ou c'est carrément du direct. Donc c'est mieux maintenant. Donc Bernard-Henri Lévy, philosophe, essayiste, écrivain, cinéaste, et Michel Houellebecq, romancier, poète, cinéaste également. Donc Bernard-Henri et Michel, bienvenue à Athènes. Une question qu'on a dû vous poser plusieurs fois, mais je ne sais pas combien de fois vous avez répondu franchement, c'est quelle a été l'origine de ce livre. Bernard-Henri, comment ce livre a été conçu? Quel a été l'élément déclencheur? Écoutez, l'élément déclencheur, oui, on en a parlé tout à l'heure, j'ai répondu à cette question devant quelques journalistes, mais je vais le faire très volontiers devant vous tous, puisqu'on ne l'a pas dit dans le livre, et c'est une chose que nous n'avons jamais racontée au moment de la sortie du livre en France. Donc c'est la première fois que nous en parlons aujourd'hui. C'est une origine à la fois complètement contingente et en même temps totalement nécessaire. C'est les deux à la fois. C'est un hasard, et c'est un hasard qui est inscrit en même temps, comme vous allez le voir, dans la nécessité absolument implacable des êtres et des destins. Je reçois un jour un texte, un SMS de Michel Houellebecq, un dimanche après-midi à Paris. Michel que je ne connais guère. Nous avons dû nous rencontrer, nous avons dîné 2 fois ensemble. Mais nous n'avons pas de relation suivie, ni rien qui ressemble à l'époque à une amitié. Et puis, Michel m'envoie un texto, qu'il a peut-être envoyé à quelques amis, je ne sais pas, où il me dit qu'il ne se sent pas bien et que
et que la vie lui semble en ce moment très étouffante et très insupportable. Alors je sais qu'il a une réputation, enfin on lui a fait cette réputation d'un écrivain mélancolique, donc ça ne me surprend pas plus que cela, mais quand même il y a dans son texto quelque chose qui me... même à lui je ne lui ai jamais dit d'ailleurs ça comme je vous le dis là, comme je suis en train de vous le dire, quelque chose qui m'inquiète, qui m'affole même un petit peu. Et je lui réponds en lui disant, le hasard fait que je suis à Paris, je serais très heureux que nous dînions ensemble. Donc nous dînons ensemble et je rencontre un Michel Houellebecq que je sens en effet très déprimé, enfin comme il m'arrive de l'être et comme il nous arrive à tous de l'être, mais ce soir-là c'est son tour. Et parmi les raisons qu'il a ce soir-là de ne pas être en forme, il en énumère plusieurs qui appartiennent à sa vie intime ou personnelle, et sur lesquelles le moins qu'on puisse dire est que je n'ai pas de prise, pas d'intervention possible, où il est seul en face de ses passions, comme dit Chateaubriand dans La vie de Rancé. Mais il y en a une quand même qu'il me donne, et il me dit, et puis, en plus de tout, en plus des soucis, des chagrins, que sais-je que je peux avoir, il y a une chose qui m'accable, c'est que nous sommes dans un pays où il n'y a plus personne avec qui débattre. Voilà. Alors je lui réponds évidemment du tac au tac, je lui réponds aussitôt, je lui réponds, écoutez, sur le reste, je ne peux rien faire, évidemment, mais sur ce point-là, là je peux peut-être donner un coup de main. S'il n'y a personne avec qui débattre, eh bien, essayons, je relève le gant, si ça peut en effet vous aider à trouver que la vie est plus légère qu'il ne vous semble là depuis 5 secondes, débattons. Et c'est là, ce soir-là, que nous décidons de correspondre, d'engager une correspondance. Et une correspondance dont pendant plusieurs mois, il n'est pas du tout sûr, et il n'est même pas prévu d'ailleurs qu'elle soit publiée. Ce n'est pas dans le programme, il n'y a pas... Les gens se sont dit que notre éditeur avait fait un coup éditorial, qu'il y avait un plan diabolique pour associer deux écrivains aussi dissemblables qu'il est possible de l'être, créer un effet de surprise sur la rentrée littéraire. C'est tellement bête. À l'origine, c'est juste deux types qui ne se connaissent pas bien, qui vont devenir amis au fil de l'écriture du livre et qui décident de s'écrire des lettres privées. Et ça n'est qu'au milieu du processus, je sais quand d'ailleurs, je sais exactement à quel moment du livre, la décision nous est apparue à l'un comme à l'autre séparément d'envisager une publication. Mais ce n'est pas comme ça que ça a été conçu, et c'est d'ailleurs pour ça que votre question, en effet, elle n'est pas absurde. Je crois, avec le recul, que... Non, mais c'est vrai, si, parce que ça a l'air d'être une question intime, mais elle n'est pas intime, elle touche au cœur du livre. Pour la raison que je vais dire maintenant, c'est que je pense que la part de vérité qu'il peut y avoir dans ce livre, l'accent de sincérité qu'il peut avoir, l'obligation qu'il nous a faite à l'un et à l'autre de nous livrer à cet exercice dont nous étions peu coutumiers, qui était l'exercice du passage à l'aveu, la littérature de l'aveu, comme l'appelle Michel Houellebecq dans ce livre, et comme il m'y invite dans ce livre, tout ça, je crois, n'aurait pas été possible si nous avions mis les gants blancs de l'écrivain en passe d'être publié, si nous avions taillé le crayon, si nous nous étions mis en livret de grands écrivains, livrant notre copie à nos éditeurs respectifs. Je crois que le fait que le livre se soit conçu comme ça, ce dimanche soir, dans un restaurant absurde, c'était le restaurant d'un hôtel où il n'y avait quasiment personne, on était presque les seuls, on était servis par des maîtres d'hôtel en gants blancs, on était les seuls clients. Et puis voilà, ce livre, cette idée-là est née dans ce climat surréaliste. Et puis après, ça s'est écrit avec une règle du jeu enfantine, mais en même temps tellement essentielle, qui était de ne jamais nous parler, de nous contenter de nous écrire, jamais téléphoner pour dire alors où est-ce que t'en es,
ou jamais nous téléphoner pour dire « Attends, la question que tu me poses, je ne peux pas y répondre ». Aucun contact pendant les 7 ou 8 mois qu'a duré le livre, mais cette espèce de logique vraie de deux écrivains qui entrent un peu au fond d'eux-mêmes, pas non plus exagérer, on est des spécialistes ni l'un ni l'autre de l'exposition impudique des sentiments, mais je crois que je connais bien l'œuvre de Michel, je connais aussi un peu la mienne, et je crois pouvoir dire que ni l'un ni l'autre on était allé aussi loin, jamais, dans cette espèce de passage aux aveux que dans ce livre. Et ça, c'est lié à cette histoire que je viens de vous raconter. Et ce n'est pas seulement un passage aux aveux sur des détails personnels de votre vie, mais c'est aussi un débat, c'est surtout un débat philosophique. Dans un de vos livres, un de vos derniers livres, de la guerre en philosophie, vous parlez de la forme de dialogue en tant qu'outil philosophique. Et je voudrais donc lire à Michel un passage de Bernard Henry. Il dit « Dans le cas de Houellebecq et de moi, s'agissait-il d'ailleurs d'un dialogue ou d'une controverse, ce qui n'est tout de même pas la même chose. S'agissait-il d'un débat ou d'une partie d'échec conceptuel, d'un affrontement entre systèmes logiques incompossibles ?» C'est comme cela que vous l'avez senti, vous, Michel Je dirais En fait, la seule chose que j'ai ajoutée vraiment à l'origine est quelque chose qui est un peu inquiétant dans le cadre d'un débat public. Hein. Parce que je me souviens, mon idée, un peu bizarre, était de faire un débat public entre nous sur tout. Et on arrivait à la conclusion que ça n'allait pas être intéressant, il valait mieux le faire par écrit. Si vous voulez, les conditions de la conversation sont rarement explorées, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une conversation peut être intéressante ou non? En l'occurrence, là, je sais. C'est un niveau de désaccord suffisant avec des valeurs communes. Ça, bon. Une certaine estime mutuelle est nécessaire aussi, sinon ça ne vaut pas le coup. Ça peut suffire, ça m'a... Je dirais que c'est En plus petit, ça m'arrive souvent avec des lecteurs, par exemple. On écrit un email pour me demander, il faut qu'on parle, a priori de quoi? Enfin... J'ai pas du tout répondu à votre question, en fait. Pas du tout. Je vous laisse, ça va venir répétez-la peut-être. moi, en fait. Donc la question c'était, Bernard Henry a écrit donc, dans De la guerre en philosophie, oui. En parlant de votre livre, dans le cas de Houellebecq et de moi, s'agissait-il d'ailleurs, il s'interroge, d'un dialogue ou d'une controverse, ce qui n'est tout de même pas la même chose. S'agissait-il d'un débat ou d'une partie d'échec conceptuel, d'un affrontement entre systèmes logiques incompossibles? Non, parce que c'est pas... Non, j'ai pas de système logique, en fait. Enfin, je suis vraiment un philosophe très amateur, quoi. Enfin... Donc non, c'était plutôt... affronter des mêmes préoccupations avec... des points de vue différents. Vous l'avez vu comme un exercice? Non, mais disons que, je ne sais pas, par exemple, Spinoza, je prends note, mais je ne réponds pas vraiment, en fait, parce qu'en réalité, je n'ai pas lu Spinoza, à la base.
Non, mais c'est vrai. Je ne dis pas que je l'ai lu, d'ailleurs. Hein. Vous remarquerez que je suis honnête. Donc, on découvre peu à peu ce qui est important pour nous, en fait. C'est-à-dire qu'on répond toujours, on répond toujours à partir de ce qu'on connaît, quoi. Donc, comment dire, on définit en même temps l'intersection qui rend le dialogue possible, quoi. Donc ça pouvait pas être une vraie controverse au sens, je ne sais pas, une controverse au sens du genre, classiquement. C'est entre deux personnes qui parlent à partir du même champ de connaissances, quoi. Là, c'est pas le cas, manifestement, donc c'est les approches de gens qui ont la même nationalité, pas la même histoire familiale. Prenons un exemple, je ne sais pas, prenons un exemple de choses... Mais il y a aussi, il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de points communs ou des complémentarités. Hein. Commençons par le début, hein, la première lettre. D'abord, comment vous l'avez conçue, la première lettre? Pourquoi avez-vous choisi ce sujet-là? Ah, la première lettre. Comment choisit-on? De temps en temps, je sais pas, c'est par pur plaisir d'être comique, hein, la première lettre. Première lettre, elle prouve vraiment qu'on n'avait pas l'intention de publier le livre à l'époque. Oui, c'est ça. Je me suis laissé lettre est folle, par... je me suis laissé entraîner par mon... J'ai un petit don comique, hein. Et là, Michel, c'est la preuve, un, qu'on ne rire. voulait pas publier, et deux, qu'on est honnête. Parce que la lettre est terrible, pour lui et pour moi. Donc ça veut dire qu'on ne pensait pas être publié. Et on est honnête parce qu'on ne l'a pas corrigé. Oh, bah non. Ah, voilà. Non. Ah oui, non. Est-ce que vous pouvez la lire? Parce que Michel, il ne voudrait pas... C'est la lettre de Michel. Oh, bah si, elle est... On va la lire, c'est à lui de la lire. Oui. C'est à lui de la lire et moi je vous lirai ma réponse. Si, elle est courte aussi. C'est vrai qu'elle est bien. Ça part bien en même temps, ça part... Cher Bernard-Henri Lévy, tout, comme on dit, nous sépare, à l'exception d'un point fondamental. Nous sommes l'un comme l'autre des individus assez méprisables. Spécialiste des coups foireux et des pantalonnades médiatiques, vous déshonorez jusqu'aux chemises blanches que vous portez. Intime des puissants, baignant depuis l'enfance d'une richesse obscène, vous êtes emblématique de ce que certains magazines un peu bas de gamme comme Marianne continuent d'appeler la gauche caviar et que le périodiste allemand nomme plus finement la Toscana Fraction. Philosophe sans pensée, mais non sans relation, vous êtes en outre l'auteur du film le plus ridicule de l'histoire du cinéma. Le sien n'était pas encore sorti. Nihiliste, réactionnaire, cynique, raciste et misogyne honteux. Ce serait encore me faire trop d'honneur que de me ranger dans la peu ragoûtante famille des anarchistes de droite. Fondamentalement, je ne suis qu'un beauf. Auteur plat, sans style, je n'accède à la notoriété littéraire que par suite d'une invraisemblable faute de goût commise il y a quelques années par des critiques déboussolés. Mes provocations poussives ont depuis, heureusement, fini par lasser. À nous deux, nous symbolisons parfaitement l'effroyable avachissement de la culture et de l'intelligence française, récemment pointé avec sévérité mais justesse par le magazine Time. Nous n'avons en rien contribué au renouveau de la scène électro-française. Nous ne sommes même pas crédités au générique de Ratatouille. Les conditions du débat sont réunies. Réponse? On va peut-être rester là-dessus, la réponse. Bon. Le débat. 3 pistes possibles, cher Michel. Piste numéro 1. Bravo, tout est là. Votre médiocrité, ma nullité, ce néant sonore qui nous tient lieu de penser, ce goût que nous avons de la comédie quand ce n'est pas de l'imposture.
30 ans que je me demande comment un type comme moi a pu et peut encore faire illusion. 30 ans que, fatigué d'attendre le bon lecteur qui saura me démasquer, je multiplie les autocritiques foireuses, sans talent, inoffensives. Eh bien, nous y sommes. Grâce à vous, avec votre aide, je vais peut-être y arriver. Votre vanité est la mienne, mon immoralité est la vôtre. Comme dirait un autre méprisable, mais de haute volée celui-là, vous abattez votre jeu, j'abats le mien, quel soulagement. Piste numéro 2. Vous d'accord, mais pourquoi moi? Pourquoi marcherais-je après tout dans cet exercice d'autodénigrement? Et pourquoi vous suivrais-je dans ce goût que vous manifestez pour l'autodestruction fulminante, maudissante, mortifiée? Je n'aime pas le nihilisme, je déteste le ressentiment et la mélancolie qui va avec, et je pense que la littérature ne vaut qu'à contrarier ce dépressionnisme qui est plus que jamais le mot de passe de notre époque. Je pourrais me dévouer dans ce cas pour expliquer qu'il y a aussi des corps heureux, des œuvres réussies, des vies plus harmonieuses que ne semblent le penser les peines à jouir qui nous détestent. Je prendrai le mauvais rôle, celui de Philinte contre Alceste, et me fendrai d'un éloge bien senti de vos livres, et tant qu'à faire, des miens. C'est une autre possibilité, une autre façon d'ouvrir la discussion. Et puis, troisième piste enfin, réponse à la question que vous posiez l'autre soir au restaurant lorsque nous est venue l'idée de ce dialogue. Pourquoi tant de haine? D'où vient-elle? Et d'où vient qu'elle est dès qu'il s'agit d'écrivains une tonalité, une virulence si extrême? Vous, en effet, moi, mais autrement plus sérieux le cas de Sartre, vomi par ses contemporains, celui de Cocteau, qui n'a jamais pu voir un film jusqu'au bout parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui l'attendait pour lui casser la gueule à la sortie, Pound dans sa cage, Camus dans sa boîte, Baudelaire décrivant dans une lettre terrible la race humaine liguée contre lui. La liste serait longue, c'est l'histoire de la littérature qu'il faudrait convoquer tout entière et peut-être, ce serait ma thèse, le propre désir des écrivains qu'il faudrait tenter de sonder. Quel désir? Le désir de déplaire, voyons, le goût du désaveu, le vertige, la jouissance de l'infamie, vous choisissez. Voilà le début du livre. Donc, et maintenant, c'est mon tour de lire quelque chose que vous allez deviner de qui il s'agit, qui l'a écrit, Michel et Bernard Henry. Malgré le secours que quelques cuistres célèbres ont apporté à la sottise naturelle de l'homme, je n'aurais jamais cru que notre patrie pût marcher avec une telle vélocité dans la voie du progrès. Ce monde a acquis une épaisseur de vulgarité qui donne au mépris de l'homme spirituel la violence d'une passion. Mais il est des carapaces heureuses que le poison lui-même n'entamerait pas. J'avais primitivement l'intention de répondre à de nombreuses critiques, mais j'ai eu l'imprudence de lire ce matin quelques feuilles publiques, qu'il qualifie ailleurs de torchons imprimés. Soudain, une indolence du poids de 20 atmosphères s'est abattue sur moi et je me suis arrêté devant l'épouvantable inutilité d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ceux qui savent me devinent, et pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas comprendre, j'amoncellerai sans fruit les explications. C'est pas moi, ça. Ah, c'est Baudelaire, ça, c'est Baudelaire. C'est Baudelaire. Ouais, ouais. Ah oui. Et c'est parce que c'est exactement dans le même esprit. Ouais. Hein, et on se demande si les choses ne sont restées les mêmes, finalement. Bah, disons, oui. Bon, là, la lettre que j'ai lue, ce livre m'a quand même beaucoup aidé dans ma vie. Hein. Il y a le début d'une petite orgie de masochisme, quand même la tentation d'une orgie de masochisme, qui culmine dans la scène où je me découpe en morceaux dans le dernier livre. C'est bien. Il y a le plaisir d'insulter la presse. C'est pour ça que je vous ai lu Baudelaire. Oui, le plaisir d'insulter la presse, d'insulter pas... oui, là, il généralise... moi, j'insulte nommément des gens. Je trouve ça toujours mieux d'insulter nommément des gens. Donc... enfin, disons, c'est... Bon, il y a ça aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui est quand même plus spectaculaire, c'est le désir de parler de notre père, l'un et l'autre. Mais disons qu'un recueil une correspondance comme ça, je m'aperçois a posteriori
ça m'a beaucoup permis de lancer des coups de sonde dans ma propre psyché et de m'apercevoir si telle ou telle chose m'intéressait ou pas, quoi. Sans se lancer dans le processus lourd d'écriture d'un roman. Et en même temps, ça m'a calmé vers certains côtés. Par exemple, dans le roman, là, j'ai un peu insulté la presse, mais à peine, finalement. J'avais déjà fait Garcin à fond, enfin, dans celui-là, enfin, donc ça allait, quoi. Je plus trop envie d'y revenir, finalement. Donc, voilà, je me suis dit, parce qu'en fait, c'était pas... Je sais pas, Garcin, c'était pas intéressant, quoi. Enfin, une ou deux phrases suffisaient, enfin, j'avais pas envie de... C'était pas... Oui, c'était pas intéressant. Par contre, mon père était vraiment intéressant. Enfin, le père, enfin, était vraiment intéressant. Donc, c'est le charme d'une correspondance, à mon avis, hein, aussi. C'est qu'on peut aussi... il y a des sujets qu'on... Bon, il y a aussi le risque d'être poussé dans ses retranchements, ce qui m'est arrivé là une fois, en fait, au sujet des Juifs, cette fois. Parce que ma position officielle, ça avait toujours été, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas prendre en compte cette spécificité. Un humain égale un humain égale un humain égale un humain. Donc une position très primitive, quoi. Un refus même de penser au destin de n'importe quel peuple, en fait. Bon, là, je me laisse fléchir, quand même, indiscutablement. Je suis prêt à convenir qu'il y a là destin spécifique, méritant de réflexion. Une espèce de réflexion sur une position singulière. D'accord. Donc, et c'est vrai que sans cette correspondance, j'aurais pu continuer toute ma vie à répéter il y a une humanité, une seule, le reste ne m'intéresse pas, enfin ce genre de choses, quoi. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et vous, Bernard-Henri, par rapport à ce que dit Michel sur le destin d'un peuple, qu'est-ce que vous avez à lui répondre ou qu'est-ce qu'il lui avait répondu quand il a parlé des Juifs, par exemple, en tant que destinée, en tant que destin? Je lui ai répondu ce que je crois profondément et que j'avais déjà exprimé dans d'autres livres et sur quoi je reviens là dans l'interlocution avec lui, qu'en effet c'est que l'humanité en général ça veut rien dire. Le citoyen ça veut dire quelque chose. Le citoyen, ça s'appelle la laïcité. Mais l'humanité, ça veut rien dire, en effet. Et qu'il y ait c'est même pas un destin juif, qu'il y ait une hypothèse juive quant à l'intellection du monde, ça je le crois. Un des chapitres les plus importants, et nous parlons à Athènes, là, à 2 pas de l'Acropole, et à 130 ans d'une célèbre prière sur l'Acropole d'un grand écrivain français, Ernest Renan, qui a dit qu'il avait ressenti 2 grandes émotions dans sa vie, son arrivée à Jérusalem et son arrivée à Athènes. Et que les 2 façons qu'il a, les 2 moments où il a eu le sentiment que sa vie prenait un sens, c'est quand il s'est trouvé sur le mont Scopus et sur l'Acropole. Il y a un chapitre dans ce livre il y a 2 chapitres, 2 lettres, un échange, qui disent ça, en gros, enfin, qui essayent de forer cette question-là. C'est la double lettre où nous parlons l'un et l'autre de Épicure et de la Genèse. Épicure, la notion de clinamen et de destin dans la pensée antique. Bien avant cela,
la pensée, enfin, la pensée grecque en général, Athènes, et puis la Genèse, la Bible juive, le destin juif. Donc moi, ce que je crois, c'est que moi, je suis très très profondément juif, mais je ne suis pas un juif sectaire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 2 ou 3 hypothèses. Voilà, il n'y en a peut-être pas 4. Il y a l'hypothèse grecque, il y a l'hypothèse juive, et il y a l'hypothèse chrétienne. Voilà, catholique, pardon, catholique. 3 hypothèses, peut-être une 4e. Qui permettent d'accéder à l'être. Hein. L'être se dit en plusieurs sens, comme Aristote, premier livre de la métaphysique. L'être se dit en plusieurs sens. Ben, il se dit au sens grec, il se dit au sens juif, et il se dit au sens paulinien. Voilà, moi c'est ce que je crois. Et c'est cette hypothèse-là que nous mettons en œuvre, tous les deux. Je crois que c'est au milieu du livre, que nous mettons au travail, que nous faisons fonctionner. Ce n'est pas un des passages les plus faciles du livre, d'ailleurs. Hein. Bon, mais il n'y a pas que des choses sur nos pères, et il n'y a pas que des passages marrants sur le générique de Ratatouille. Il y a aussi un peu de... Il y a un passage, il y a une lettre sur Auguste Comte et Althusser. Il y a un échange de lettres sur le rapport d'un écrivain à ce que nous appelons la meute. Et donc, contrairement à Michel, moi je pense qu'elle n'a pas de visage. Ça, c'est un vrai point de désaccord. Mais là, il y a une vraie réflexion de fond sur le rapport d'un écrivain à la société qui travaille à ce qu'il n'existe pas, qui s'efforce de l'éliminer. Et puis, il y a ce passage-là. Voilà, Athènes et Jérusalem. Ça, c'est un des cœurs du livre. La vieille hypothèse, léostraussienne, chateaubriandienne, sur Athènes, Jérusalem, voilà. Donc moi, c'est ça ma position. Je crois que c'est pas tellement qu'il y a des portions d'humanité, des régions, mais c'est qu'il y a des manières de prendre le monde en écharpe, quoi, ou de le prendre tout court, d'ailleurs, dans tous les sens du terme. Et la juive en est une, la Grèce en est une autre. La grecque, et évidemment, elles sont pas antagoniques. Moi, dans mon cas, par exemple, c'est ce que j'essaie de dire dans cette lettre. Dans mon cas, dans ma vie, elles ont été complètement intriquées. Je suis un fils de la Grèce et un fils de la Bible. Et dans le cas de l'Occident, c'est les deux à la fois. L'Europe, c'est la Grèce et la Bible. L'Europe, c'est le logos et la loi. Et le logos et la loi, c'est les deux. C'est ce que dit Lévinas, dont je parle un peu à un moment donné. Donc voilà, moi c'est plutôt comme ça que je vois les choses, hein, dans Ennemi public. Et ce qui était très intéressant, c'est que toute cette discussion, sur donc la Grèce, Athènes, Jérusalem, et tout ce débat ontologique, métaphysique, a été déclenché de la part d'une lettre de Michel Houellebecq, où il disait quelque chose de très intéressant que je voudrais qu'on lise. Mais est-ce que vous voudriez répondre quelque chose avant à Bernard-Henri? Non, allez-y. Non, lisez-le. Non, vous. Qu'est-ce que j'ai dit là? C'est sur la notion dont a parlé Bernard-Henri sur la citoyenneté, et on est des usagers de cette... voilà. Contrairement à ce qu'il dit, Michel est un très bon philosophe. Bref, n'exagérons rien. Et c'est ça qui m'amène à... Oui, c'est ça qui l'amène à... C'est ça qui m'amène au grand délire sur Épicure, Lucrèce et la Bible. C'est ça. Ah oui. Ah, les pierres lancées dans le vide, oui. Oui, effectivement, mon moment matérialiste pur, oui. Vous pourrez le lire un peu? Alors, on va en lire un peu. Je vous ai noté le passage. Bon, je vais relire ce que je veux. Jamais je ne me suis senti de devoir ni d'obligation par rapport à la France.
Et le choix d'un pays de résidence est pour moi à peu près autant de résonance émotive que le choix d'un hôtel. Nous sommes de passage sur cette terre, j'ai maintenant parfaitement compris. Nous n'avons pas de racines, nous ne produisons pas de fruits. Notre mode d'existence, en résumé, est différent de celui des arbres. Cela dit, j'aime beaucoup les arbres. Je les aime même de plus en plus, mais je n'en suis pas un. Nous serions plutôt des pierres, lancées dans le vide, et aussi libres qu'elles. Ou si l'on tient absolument à voir les choses du bon côté, nous serions un peu comme des comètes. Bon, ça c'est une variante un peu pessimiste, malgré tout, c'est quand j'ai des crises de matérialisme. Sinon, ma position officielle, la plus courante, est anti-matérialiste et anti-métaphysique en général. Donc, matérialisme métaphysique, donc stupide, no sense. Donc, ma position théorique, c'est un positivisme pur et dur, quoi. Ouais. Et de temps en temps, je sais pas, à la tombée du soir, peut-être j'ai une petite crise de matérialisme. Alors bon, Bernard-Henri, là, effectivement, répond sur le fond. Épicure. Mais qu'est-ce qui vous a choqué ou marqué dans cette lettre, Bernard-Henri? Ben, les pierres, hein, les pierres. Pourquoi? La pierre lancée dans le vide. Ah ben pourquoi? Après, il y a 15 pages, là. Ça, donc, je sais. Oui, c'est un peu long. Ça, il faut que vous découvriez. Oui, ça. il faut quand même lire ça. Ça peut dur à résumer. Non, ça, franchement, je ne peux pas le résumer parce que Ouais. c'est un des passages les plus quand même... là, on entre dans le gras du désaccord métaphysique. Enfin, je viens d'apprendre que c'était une position rare et provisoire. Donc, en effet, j'ai peut-être eu tort de m'exciter comme ça dans la lettre. Mais c'est vrai que je suis parti en vrille. C'est-à-dire que comme... de temps en temps, ça m'arrive d'écrire bien. Et là, c'est assez glaçant. Là. Le truc est assez glaçant. Donc, c'est ça, en fait. Voilà, donc ça m'a glacé. Oui. J'en ai pas dormi de la nuit, parce que ce livre est vraiment un roman. Hein. Ça a été un roman dans nos misérables existences respectives, ça sûrement. Ça a et été après, il y a un coup de théâtre. Il y a un coup de théâtre parce qu'en fait, je comprends pas bien votre réponse. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'imagine que vous croyez en Dieu. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est formidable. À un moment donné, il me répond, c'est ça. Moi, je pars donc sur Épicure et la Bible. Oui. Je fais un grand truc. Et là, il me répond plein de compassion et de bienveillance sur le thème. Moi aussi, j'ai eu la tentation quelquefois de croire en Dieu. J'en suis revenu. Mais enfin, c'est très intéressant. Mais continuez, jeune homme, essayez de grandir, etc. Il me prend pour une espèce de curton qui sera en train de lui donner une leçon de théologie. Donc là, c'est très amusant. Et là, évidemment... Et alors, après, je commence mon véritable outing. Je me suis aperçu que moi-même... Et alors, c'est là où, deuxième coup de théâtre, moi, je lui réponds qu'il y a absolument malentendu, que je suis totalement athée, que je n'en ai strictement rien à cirer, que pour moi, c'est vraiment de l'ontologie, c'est pas des histoires de foi, de croyance et tout ça. Et deuxième coup de théâtre, dans la lettre suivante, il dit, ben justement, pour moi, si... Moi, j'ai eu une vraie tentation chrétienne, et là, il m'apprend un truc qui a sidéré les Houellebecquiens officiels, là, pour le coup. Oui. Ah ben complètement. Attendez, vous les avez sidérés. Oui, mais en même temps, ils sont gentils. Ce positivisme pas officiel fait une déclaration. Pas voulu du tout. Ah, ils n'en ont pas voulu, non, mais ils sont tombés de leur chaise. Non, mais c'est pareil. J'y suis revenu dans le roman, et je crois que dans les Houellebecquiens officiels, j'ai à peu près... Là, à mon enterrement, il y a la moitié qui accepte de rentrer dans l'église, la moitié qui reste à la porte en attendant que ces conneries se terminent. Et donc, je crois que c'est à peu près la proportion, 50-50, quoi. 50 d'athées purs et durs, 50 de gens soit dans le doute, soit un peu polis. Donc, ils vont à la cérémonie. Voilà. Enfin... Donc non, ça a été bien pris, les Houellebecquiens, canal historique, quoi. C'est-à-dire que alors ça, c'est étonnant, hein, quand même, ce passage, pour moi. C'est un des moments les plus étonnants, parce que j'avais vraiment complètement oublié, quoi. J'ai complètement oublié que j'étais allé à des cours de préparation au baptême
à 27 ans passés, quoi. Donc c'est assez étonnant qu'on arrive à oublier des choses comme ça. Et je ne m'en souvenais plus, quoi. C'est vraiment ça qui a réactivé. Bon, enfin. Donc c'est... ouais, là, je sais pas on est à quelle page, mais de toute façon, il est évident que ce livre doit être publié. Là, maintenant, les scoops s'accumulent. Enfin, il se passe des choses, quoi. Et c'était pas... ouais, ben là, c'était spécialement peu prémédité, parce que je m'en souvenais vraiment même plus en commençant le livre, quoi. Mais vous avez parlé tout à l'heure de l'image des pierres lancées dans le vide. Il y avait quand même à l'origine de cela une phrase que vous citez dans le livre, une phrase de Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Et c'est une phrase aussi qui vous a glacé également, vous aussi, Bernard-Henri Lévy. Parce que vous parlez à un certain moment de ces espaces sidérales ou astrales. Quelle est exactement la différence de cet espace? C'est une des phrases les plus commentées. Hein, je me souviens d'un passage de Voltaire où en fait il crâne. Il dit oui, là, je suis devant la nuit, j'ai même pas peur, en gros. Mais en fait, bon, on y croit 5 minutes, quoi. Donc c'est une phrase assez... c'est une des grandes réussites de la littérature française, parce que c'est une des phrases qui a le plus... tac. Bon, je réponds pas aux questions. Mais oui, Bernard-Henri, c'est vous aussi, c'est une phrase qui vous... On voit bien, quoi. On sent bien ce qu'il veut dire. J'ai oublié là ce que je réponds, honnêtement. Je sais plus. Qu'est-ce que c'est? Quand vous parlez du goût, du dépassement de soi, et c'est même un extrait qui précède celui de Michel. Voilà, oui, c'est ça. Alors je lui dis, j'aime que l'on puisse se hisser au-dessus de soi, de sa taille et du destin qui vous a été donné. Et je veux bien que cela se fasse s'il le faut, en se juchant sur des événements considérables ou aux besoins minuscules, du type de ces guerres sans nom, sans archives, sans histoire, qui m'ont si souvent mobilisé. Ça, c'est le BHL humaniste et tout ça. Nous sommes tous plus ou moins guidés par une étoile, n'est-ce pas? Eh bien, il y a les mauvaises étoiles, celles que les latins appelaient les sidera, et qui ont pour propriété de vous attirer vers le fond, le gouffre, l'abîme, et d'abord l'abîme de vous-même, ce vertige de l'introspection, cette sidération par l'intime qui faisait si peur à mon père et dont il m'a laissé la méfiance. Et puis, il y a les bonnes, celles qu'ils appelaient les astras, les astres, et qui, elles, au contraire, vous font lever la tête, regarder vers le ciel, et d'abord vers le ciel des idées, l'étoile des marins de l'île de Sein et des humbles pêcheurs de Brest et Saint-Malo ralliés à la France libre, l'idée fixe qui, malgré la mitraille et les morts, faisait monter à l'assaut les tirailleurs inspirés de Monte Cassino, la lueur qui guidait dans la nuit les premiers pilotes français de la bataille d'Angleterre, résistant à la fascination, la sidération encore, de ce que De Gaulle appelait le vide effrayant du renoncement. Eh bien, j'ai la nostalgie de cela, j'ai comme toute ma génération le regret de ces étoiles dont la chaleur ne nous réchauffe plus que de très loin, presque abstraitement, et qui furent pourtant ce que le siècle eut de meilleur. Et c'est aussi cela, c'est cet héroïsme sans pareil, ce sont ces légendes vraies, ces mythes de chair et de pensée, ce sont ces exemples vivants et d'autant plus vivants qu'ils paraissent irréels qui, somme toute, me font courir. Voilà, Sidera Astra. Est-ce que c'était cet extrait-là qui vous a donné l'idée de cette pierre lancée dans le vide? Non, c'est après, ça, non? Ça, c'est avant. Avant. Ça, c'est Ah avant. oui? Ça, c'est avant. Un mois avant. Je crois pas. C'est une...
La pierre lancée dans le vide, ça vient bon, de... Je dois avoir lu un best-of de Spinoza quand même. Je pense vraiment pas l'avoir lu, hein, mais il y a une phrase célèbre où la pierre qui dévale une montagne, s'il avait de la pensée, se croirait libre. Phrase qui m'a assez frappé. C'est vrai que j'ai un peu... Honnêtement, moi, c'est un peu la philosophie par les petites phrases, hein, à part Nietzsche, Schopenhauer, un peu Kant, j'ai rien lu finalement, enfin, à peu près. Et non, donc c'est ça, ce souvenir-là, et c'est vrai que j'ai souvent... comme j'ai pas dans ma vie, j'ai pas une personnalité très active, enfin, contrairement à mes livres, je me suis souvent mis moi-même comme une pierre dévalant la montagne, enfin... pas du tout comme enfin, l'idée que j'ai l'idée que j'ai un libre arbitre m'a toujours été très problématique. C'est pas une chose que je sens vraiment au fond de moi-même, mon libre arbitre. Vous souhaiteriez que les choses soient autrement? Ah, mais Il n'y a pas de libre arbitre? Bah, non, mais disons que j'ai pas une sensation forte de libre arbitre au sens habituel. Voilà, j'ai l'impression de commettre un acte libre un peu quand j'ai pas prévu ce que j'allais faire. Enfin, donc j'ai pas du tout une vision. Enfin, le concept de c'est un peu normal hein, pour quelqu'un de positiviste. Le concept de liberté est très problématique, quoi. C'est-à-dire la question c'est quand est-ce que notre attitude envers la vie en général se développe et se fixe? Ah, alors là, pour ce qui me concerne, elle ne s'est pas fixée. Hein. S'il y a une certitude que j'ai, c'est que c'est pas fixé, parce que je continue à être une espèce d'oscilloscope sur beaucoup de points entre des positions incompatibles entre elles, quoi. Ce qui peut agacer les gens, hein, et j'en suis très peiné, parce que, en tout cas, je tiens à ce qu'on sache que c'est des oscillations honnêtes, pas des manières de me dérober, c'est de réelles hésitations, quoi, de réelles... Des interrogations ou... Oui, des changements d'avis brutaux sur des choses pourtant importantes. Et vous, Bernard-Henri, par rapport à la question du développement de la métaphysique, de la pensée métaphysique chez l'homme, chez l'enfant, chez l'adulte, je ne sais pas. Oh, chez l'enfant, chez l'adulte, ça j'en sais rien, non, chez l'enfant et l'adulte que je suis, moi je dirais que il y a deux choses. Moi j'ai comme Michel l'oscilloscope permanent sur certains sujets et en revanche une très grande stabilité, des convictions très fixées sur d'autres. En gros, moi je dirais, enfin, c'est ça qui ressort du livre surtout, que ce que vous appelez ma métaphysique, celle-là, elle est stabilisée depuis avant que je fasse de la philosophie. Et je crois vraiment, c'est le mot fameux de Nietzsche qui dit que une philosophie, ça n'est rien d'autre qu'une biographie mise en concept, et ça n'est jamais qu'une excroissance, une mise en forme de son idiosyncrasie, de sa sensibilité. C'est ce que pensaient certains philosophes grecs aussi, etc. Donc moi je dirais qu'avant même de faire de la philosophie, ma philosophie était fixée. Ça c'est certain. Voilà, moi je crois qu'à l'âge de 9 ans et demi, quand, je crois que je le raconte dans le livre, quand j'imaginais mes propres funérailles et que je faisais mon discours, mon homélie funéraire et que tantôt j'enterrais un grand écrivain, tantôt un coureur à pied, tantôt un gangster, tantôt un pauvre type, enfin peu importe, j'avais le sentiment à la fois et ça c'est vraiment ma croyance profonde, d'un moi
d'une subjectivité pas fixée, ouverte, qui n'est certainement pas une espèce de petite entité fermée sur elle-même, définitive, imperméable au monde extérieur, assignée à jamais à son destin, et en même temps une très grande liberté, un très grand libre arbitre. Donc moi, avant de m'intéresser à la philosophie officiellement, mes deux convictions physiologiques, c'était ça. C'était le sentiment que nous avons, qu'un sujet, c'est un rendez-vous de personnes, c'est une espèce de lieu presque vide qui marche en diastole-systole avec le monde extérieur, mais qu'en même temps, le libre arbitre est une évidence. Voilà. Et moi, je pousse même ça jusqu'au délire et jusqu'à la névrose. Je crois qu'à peu près tout est possible. Et je le croyais quand j'étais enfant, je le croyais quand j'étais adolescent, et je le crois aujourd'hui. Je crois que tout est possible, que tout est effaçable, que tout est recommençable, qu'on peut faire les pires bêtises, qu'on peut revenir en arrière, que on peut changer de destin, qu'on peut naître plusieurs fois, naître to be born, plusieurs fois dans une même vie, ou qu'en tout cas le monde se sépare entre les gens qui ont la grâce de cette multiple naissance et ceux qui ne l'ont pas. Et voilà. Donc ça, c'est ma métaphysique. Et ça, c'est fixé depuis toujours, et ça ne bougera pas jusqu'à ma mort. Là où je bouge, en revanche, et là où j'oscille, c'est sur des questions politiques, évidemment. Sur les questions politiques et sur celles d'entre elles qui sont, au sens propre, au sens de la tragédie grecque, qui sont indécidables. Il y a des questions qui sont indécidables. Et sauf à être un crétin, on ne peut pas ne pas osciller. L'oscillation, elle est un hommage rendu au tragique de la réalité. Il y a des sujets, je ne sais pas, moi, le conflit israélo-palestinien, il m'arrive de changer d'avis 2 fois dans la journée. La question de ce qu'il faut faire, je ne sais pas, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, il m'a dit, vous avez été l'un des premiers à être partisan de la guerre en Irak. Bon, c'est totalement faux, j'étais totalement hostile à la guerre en Irak. Totalement hostile, je l'ai dit tout de suite. Mais c'est intéressant qu'ils me disent ça, parce que voilà une question où j'ai toujours été officiellement hostile, mais un jour sur 2, je me disais, mais après tout, oui, abattre un dictateur, introduire un ferment de démocratie dans une région qui ne la connaît pas, considérer que c'est pas parce qu'on est arabe qu'on n'a pas droit à la démocratie, tout ça est juste. Donc, il y a des grandes questions politiques sur lesquelles l'oscillation est évidente et où il faut être un homme sandwich d'une propagande officielle, un homme cliché pour s'enfermer dans une position définitivement arrêtée. Voilà. Donc moi, je crois que la bonne combinaison, enfin, la mienne en tout cas, mais je crois que c'est celle de Michel aussi, parce que je pense que sa métaphysique est beaucoup plus fixée qu'il ne le dit, et je crois que, comme moi, il ne bouge pas sur sa métaphysique, même s'il y a un peu de bouger. Bon, en effet, sur le non-juif et le fait juif, il a un peu bougé apparemment, mais je crois qu'en vérité, il avait déjà bougé avant le livre. Et donc, métaphysique, ça c'est le socle. Les positions politiques, ça en revanche, on est face au tragique. Et le tragique, c'est quoi? C'est quand les deux options sont aussi légitimes et aussi vérifiables, ou aussi peu vérifiables l'une que l'autre. Ça s'appelle la tragédie. Michel, je voudrais qu'on revienne un peu dans cette question du politique au sens premier du terme. Une constante dans vos livres, bien sûr dans cet échange épistolaire avec Bernard-Henri aussi, c'est l'adhésion ou l'incapacité plutôt d'adhésion à la société, où le conflit ou la distance qu'il y a entre l'individu et les autres, ce que vous avez appelé la meute tout à l'heure,
qui est un élément de cette... dans un passage du livre, vous dites: dans nos sociétés occidentales, un individu peut parfaitement se mettre à l'écart du groupe pour quelques années et tenter un galop relativement libre. Mais tôt ou tard, la meute se réveille, se met en chasse et finit par le rattraper. Alors elle se venge, et sa vengeance est terrible, parce qu'elle a eu peur, la meute, et ceci peut surprendre, car elle est nombreuse. Mais elle est composée d'individus médiocres, et conscients et honteux de l'être, et furieux que leur médiocrité ait pu, l'espace d'une seconde, être étalée au grand jour. J'en suis là. La meute m'a rattrapé. Elle ne lâchera pas prise, et ceci durera jusqu'au moment de ma mort, et même un peu après. Ma mort donnera encore lieu, je pense, à de vives polémiques. Et puis, évidemment, tout cela se calmera. Squelette. Oui. Je pense que là, quand même, bon, même si vous êtes plus optimiste que moi, je pense qu'il est quand même, il est quand même très dangereux d'être libre. Je l'expliquerai de manière plus calme maintenant que j'ai moins de problèmes. Plutôt en référence à Tocqueville, quoi. Je pense que quand même la période des grandes individualités s'achève et qu'on aura de plus en plus d'animaux domestiques à la place d'humains, que c'est un développement assez logique de la démocratie. Mais c'était pas... disons la politique... enfin, bon, le fait de s'intéresser à la politique en tant que politique implique déjà qu'on veuille du bien à la société. C'est une espèce d'anti-nietzschéisme quand même, quoi. J'ai des rapports pénibles avec Nietzsche, conflictuels, mais ce côté, l'individu contre la société, est quelque chose qui est en moi aussi, indiscutablement. C'est l'individu contre la société ou la société contre l'individu? Non, mais choisir l'individu contre la société. Contre, oui. Oui. Donc, ça implique un certain mépris de toute solution politique, un aristocratisme, et j'ai ça en moi, il n'y a pas de doute. C'est une de mes tendances. Donc, ce qui est toujours désagréable à avouer devant des gens, mais je ne peux pas nier qu'il y ait ça en moi. Ce serait trop malhonnête quand même. Bon, il y a ça. Il y a aussi la dérivation, la variante la plus fréquente d'ailleurs n'est pas tellement l'agressivité, mais le mépris. Hein. C'est-à-dire, je vois que quelques personnes choisies, etc., chez qui ont le droit de fumer, enfin ce genre de choses, qui sont suffisamment intéressantes pour que je leur parle. En même temps, mon père était tellement comme ça que ça m'énerve un peu. Enfin, je sens bien aussi qu'il y a un développement quasi génétique à l'œuvre là-dedans. Alors qu'il n'avait pas lu Nietzsche. Mais je voudrais revenir sur un point, mais je pense que j'ai plus d'hésitation sur la métaphysique en réalité que j'en ai par exemple sur l'esthétique, enfin, aussi bien sur le jugement esthétique artiste par artiste que sur le fondement de l'esthétique ou sur l'éthique. Aussi bien sur les décisions éthiques en particulier que sur
la zone de validité de l'éthique, quoi. Par exemple, j'ai jamais eu aucun doute sur le fait que la sexualité était hors éthique. Enfin, que l'association des deux était un peu ridicule, au fond. Enfin, et bon, disons sur le... J'ai jamais eu aucun doute non plus sur ce qui relevait de l'éthique et sur du terme plus vague de justice sociale, donc sur la zone de validité de l'éthique. Donc je suis dans la sensation, des positions bizarres ou sur des détails de philosophie, j'avais aucun doute, mais que sur le fond, j'oscillais beaucoup. C'est un peu, je me suis souvent senti comme quelqu'un qui devait arriver à certains résultats d'un problème sans être sûr de l'axiomatique de départ, quoi. Est-ce que je suis clair ou... On vous suit. Oui, en gros, oui, ça va. Ah oui, oui, tout à fait, non? Ouais. Ah, on n'entend pas très bien, oui, ça c'est de ma faute. Enfin bon. Mais Bernard-Henri, je ne sais pas ce qu'il en pense. Oui, c'est parce que... Sur l'éthique, sur l'axiomatique. Non, mais d'abord sur le fait que... Non, moi j'ai... Il faut être honnête de temps en temps, et c'est-à-dire la lecture correcte de Nietzsche est quand même l'aristocratique. On ne peut pas vraiment sérieusement le nier. Oui, mais moi, Oui. moi je suis aussi un lecteur assez fervent de Nietzsche. Je déteste d'ailleurs tous les jugements à l'emporte-pièce, enfin sur Nietzsche nazi et toutes ces histoires-là. Je crois que c'est vraiment idiot, quoi. Il n'y a pas plus anti-nazi que Nietzsche. Et donc, Nietzsche m'a beaucoup nourri, et il y a toute une part de ma philosophie personnelle qui est nourrie de Nietzsche. Par exemple, la conception de la subjectivité dont je vous parlais tout à l'heure, cette idée d'une subjectivité fracturée, fendue, qui n'existe que par rapport aux objets qu'elle embrasse ou qu'elle refuse, etc. Tout ça, évidemment, c'est, avant d'être du Sartre ou du Husserl, c'est d'abord du Nietzsche. Mais il y a une chose qui m'a vacciné, je crois, contre l'aristocratisme nietzschéen. Et c'est vrai que ça, j'aime pas, c'est pas moi en tout cas, et j'aime pas beaucoup ça. Moi, je méprise pas l'humanité et je lui veux du bien, en effet. Alors, ça a l'air con, mais c'est comme ça. Je méprise pas l'humanité et je lui veux du bien. Et pour une raison, je pense, c'est que j'ai eu très tôt une expérience, très tôt, quand j'avais 20 ans, 22 ans, et que j'ai répété à plusieurs reprises dans ma vie. Je me suis trouvé au contact de ce qu'il y a de plus misérable, de plus minuscule, de plus malfamé, de plus écrasé dans l'espèce humaine. Moi, j'ai commencé ma vie publique. Moi, mon premier métier, j'avais 23 ans, ça a été d'être petit fonctionnaire dans le gouvernement d'un petit État qui sortait d'un génocide et d'une guerre de libération atroce qui s'appelait le Bangladesh. J'avais suivi cette guerre pour un journal français. Je m'étais incorporé dans une unité de guérilla, on les appelait les Mukti-Bahini, qui avaient libéré le Bangladesh, et je me suis installé à Dhaka comme fonctionnaire au ministère de la Planification du nouvel État du Bangladesh. Bon, ça a l'air d'être un gag, mais c'est comme ça. Et j'ai vu à ce moment-là, j'avais 23 ans, 22 ans, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais oublié, qui m'a vacciné à jamais contre la tentation du mépris aristocratique du genre humain comme tel, qui est le spectacle de l'horreur de ce que les hommes peuvent faire aux autres hommes. J'ai été le témoin de ça de nouveau pendant la guerre de Bosnie, ou comme vous savez peut-être certains d'entre vous,
Michel lui le sait très bien, où j'ai été extrêmement engagé. J'ai tourné un film sur la guerre de Bosnie, sur le siège de Sarajevo. J'ai partagé la vie pendant plusieurs fois, plusieurs semaines, de jeunes gens qui avaient l'âge de mon fils et qui étaient les défenseurs misérables, avec des armes de fortune, d'une ville assiégée comme au Moyen-Âge par la 4e ou 5e armée du monde. Donc j'ai partagé leur sort. J'ai répété l'expérience encore quelques années après, quand l'idée saugrenue m'est passée par la tête pour une série de grands journaux, notamment pour Le Monde, de faire une série de reportages sur les guerres dont toute la presse se moque, ce que j'avais appelé les guerres oubliées. J'ai fait un livre à partir de ça, les guerres oubliées, les guerres intouchables, au sens où il y a la classe intouchable en Inde, il y a les guerres brahmaniques, la guerre du Proche-Orient, les guerres dont tout le monde s'occupe, les Palestiniens. Ça, un mort palestinien, la terre entière est aux funérailles. Hein. Il y a des guerres où il y a 1 million de morts et on ne sait même pas si c'est 1 million, 500 000. Ils n'ont pas de visage, ils ne laissent aucune trace. Donc je me suis intéressé à ça aussi. J'y ai passé un peu de temps de ma vie. Et je dirais que, pourquoi je vous dis tout ça? Pour dire que j'aurais pu moi aussi, évidemment, embrasser Nietzsche jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à cet individu contre la société, jusqu'à ce désir aristocratique de déplaire, baudelairien, mais nietzschéen plus tard. J'aurais pu avoir ça, bien sûr, et ce sentiment-là, je l'ai vis-à-vis de certains. C'est vrai que quand je me trouve en face du blog français d'un monsieur Assouline, évidemment que mon mépris est tel que j'ai même tort de le citer ici. Ça, pour moi, ça ne m'intéresse même pas. Et il y a des gens comme ça, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Il y a des êtres, pour moi, qui sont... à qui c'est faire encore trop d'honneur que de les nommer. Mais en revanche, penser que le genre humain tout entier ressemble à la petite bande de salopards qu'il m'est arrivé d'avoir aux trousses et qu'il est arrivé à Michel d'avoir aux trousses, ça je crois que c'est une erreur. Donc je crois que c'est un jeu à trois termes, voilà au fond. C'est un jeu à 3 termes. Il y a nous, il y a la meute, et puis il y a comme disait Michel Foucault, la vie des hommes infâmes. Il y a les salauds et les infâmes, et c'est le contraire. Les infâmes, c'est comme dit Michon, les vies minuscules. Et ces vies qui n'ont que nous pour accéder à un minuscule minimum de toute petite lumière qui peut-être les sauvera. Voilà. Bon, ça c'est mon humanisme à moi, et c'est ce qui fait que je ne peux pas être nietzschéen jusqu'au bout. Oh, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Mais une première très 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 simple en fait, c'est c'est un éloge. Donc en fait, ça vaut le coup de vous avoir comme interlocuteur, quoi, parce que on dit Nietzsche aristocratique, vous en convenez assez rapidement. Disons, on n'est pas au niveau d'un guignol qui se proclamait nietzschéen de gauche, enfin ce genre de plaisanterie, quoi. Genre Onfray, pour en citer un. Déjà, le fait même nietzschéen de gauche, c'est un con, quoi. Je veux dire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. On peut pas discuter avec quelqu'un qui n'est pas sérieux à ce point, quoi. Donc, ça, c'est une première remarque. D'autre part, mes lecteurs, s'il y en a, doivent s'étonner, alors que j'ai passé tant de temps à insulter Nietzsche, que je lui rends hommage, mais évidemment, je préfère Schopenhauer. Évidemment. Mais c'est une dérivation, et je préfère Schopenhauer par le biais de la compassion. Mais c'est vrai que la compassion, Schopenhauer nous entraîne loin, parce qu'elle nous entraîne immédiatement à une destruction de la différence radicale homme-animal, quoi.
Et assez logique en cela, c'est vrai que cette différence n'a pas vraiment de place dans ma vision du monde, différence radicale de nature homme-animal. Donc c'est une de nos petites dissensions qui n'est pas résolue. Enfin, il apparaît clairement que nous sommes en dissension à la fin du livre sur ce point, quoi. Distinction radicale homme-animal, oui, non. On présente deux points de vue différents. Mais enfin bon, Nietzsche est une des personnes que je prends au sérieux, quoi. Même si je finis par me calmer un peu sur Nietzsche. Mais non, disons que j'aurais volontiers fait un débat public avec Nietzsche, enfin, ou bien une correspondance avec Nietzsche, enfin, si ça avait été possible, quoi. Ça valait vraiment le coup de parler avec lui, quoi. Enfin, bon, je m'estime pas trop prétentieux, enfin, si, c'est quand même prétentieux. Un peu prétentieux, en fait. Ouais. Voilà, donc pour situer... donc c'est vrai que cet aristocratisme ne tient pas longtemps la route chez moi, mais il est balayé par quelque chose qui n'inclut pas les humains, mais les humains plus les animaux, quoi. C'est une différence. Michel Houellebecq vient de parler de compassion. Votre attitude à vous est plutôt celle de la protection, plutôt que de la... C'est-à-dire, ça ne reste pas à la compassion, mais vous agissez contre quelque chose. Je pense à ce que vous décrivez dans le livre, ces deux scènes de lynchage, quand vous étiez petits l'un et l'autre, où vous, quand vous voyez un enfant être maltraité par ses pères, vous tourniez vous aviez peur d'être à sa place et vous éprouviez de la compassion. Et vous les prenez plutôt sur votre aile. Ça, c'est une... et ça a aussi le sens de la guerre, de vaincre la violence par la protection et par l'embrassement de l'autre, qui est aussi nietzschéen, parce que la philosophie, c'est une guerre aussi. Je voudrais préciser, avant que vous répondiez, Bernard-Henri, je voudrais préciser que je suis dans une position délicate là-dessus, parce que je sens bien que pratiquement vous avez raison, souvent, et que l'humanitaire compassionnel, c'est un peu de la merde, il faudrait mieux une bonne frappe ciblée, quoi. Donc en fait, vous avez souvent raison pratiquement. Je pense quand même que j'ai raison théoriquement. C'est juste vraiment pour resituer, et que la justice est un principe stupide, alors que la compassion est un principe universel. Et voilà, enfin, c'est juste pour resituer avant que... Oui. Non, l'humanitaire compassionnel, alors là, prétentieux pour prétentieux, c'est mon tour là, mais je pense être un de ceux qui l'ont inventé, l'humanitaire compassionnel moderne, dans ses formes modernes, devoir d'ingérence et toutes ces histoires-là. Ça, c'est pas Schopenhauer. Il y a vraiment coupure épistémologique à un moment donné, fin des années 60, début des années 70. Il y a un truc qui se fabrique là et qui consiste à dire qu'on est, pas seulement qu'on est ému par le sort de l'autre homme, mais qu'on en est comptable, qu'on en est responsable, que c'est pas juste parce qu'on est bon qu'on va se soucier de lui, mais que c'est parce qu'on est un homme qu'on est comptable de lui. Il y a un moment donné où on se met à penser ça dans la philosophie moderne et dans la pratique politique moderne. Et ça,
philosophiquement, c'est Lévinas, et pratiquement, c'est l'humanitaire moderne. Cette espèce de façon de devenir soi-même l'otage d'autrui, cette façon ce mécanisme de substitution qui fait que vraiment on met autrui à sa place et soi à la place d'autrui, et qui fait qu'on fait des choses débiles, comme aller passer 3 semaines à Sarajevo à vivre dans le froid comme un couillon sous la menace des snipers. Ça, cette idée-là, qui est pas du... Moi, je ne suis pas masochiste en plus. Je ne suis pas masochiste, je ne suis pas kamikaze, je ne suis pas suicidaire, je suis très égoïste, et j'ai une vie extrêmement heureuse et tout ça. Donc, mais il y a cette chose à l'invention de quoi j'ai participé, avec Bernard Kouchner, le jeune Bernard Kouchner, avec d'autres, qui est la forme moderne de l'humanitaire. Donc, bien sûr que je crois à ça. J'y crois à fond. Mais je crois que comme toutes les bonnes idées, celle-ci a dérivé de manière dangereuse, qu'elle a connu des formes, qu'elle s'est abâtardie et qu'elle a donné des conséquences pratiques tragiques. Moi, je pourrais vous donner, on ne va pas le faire là, mais au moins 3 exemples où au nom de l'humanitaire, on a tué des gens. Où au nom de l'humanitaire, on a non seulement laissé faire, mais accéléré des massacres. Il y en a un seul d'ailleurs. J'ai créé en 1979, ça j'en parle pas, mais une organisation humanitaire que j'ai vraiment inventée, alors de toutes pièces, dans mon appartement, qui s'appelait Action contre la faim. Bon. Et j'ai porté ça pendant 6 ou 7 ans avec une grande dame qui s'appelait Françoise Giroud, avec quelques autres. Et un jour, je me suis rendu compte, je suis allé en Éthiopie pour essayer de trouver la maison de Rimbaud. Je suis tombé en plein dans une espèce d'énorme génocide, massacre rampant, pas un génocide, où il y avait un dictateur, un fou, qui s'appelait Mengistu, qui était en train de remodeler sa société éthiopienne à la Pol Pot, genre je mets les villes à la campagne ou à la Alphonse Allais, les campagnes à la ville, je mets le nord vers le sud vers le nord, j'organise des villages Potemkin modernes en kilos, en préfabriqués, pour obliger les gens à vivre d'une manière soviétique, etc. J'arrive dans cette espèce de pays qui était sens dessus dessous, en voie d'enrégimentement systématique. Tout ça avec des hommes traités comme des animaux, foutus de force dans des Antonov, comme du bétail, on avait enlevé les sièges, on leur faisait changer de région, on séparait les familles, etc. Et j'ai compris, et je suis arrivé un jour à Addis Abeba, et j'ai vu, il y avait un ministère qui s'appelait le ministère de l'aide humanitaire. Et au ministère de l'aide humanitaire, il y avait la queue. La queue, c'était quoi? C'était les organisations humanitaires françaises, américaines, britanniques, les Oxfam, les Children's of the World, etc., qui faisaient la queue, qui se disputaient, qui jouaient des coudes pour avoir ce qu'ils appelaient des parts de marché, du marché de cette misère générée par le pouvoir totalitaire éthiopien et qu'ils allaient éponger comme on éponge des flaques de sang. Et il m'est apparu ce jour-là, avec une évidence absolument tragique, que cette politique de ce pouvoir horrible, qui était en train de réduire les gens à la famine, puisqu'il n'y avait plus d'agriculteurs, que plus personne ne travaillait, que les gens étaient arrachés à leurs champs, la seule manière qui faisait qu'elle était possible, c'est qu'il y avait ces abrutis d'humanitaires qui faisaient la queue pour avoir leur part de marché. Donc, je suis rentré en France, j'ai écrit 1 ou 2 textes tonitruants et enragés. J'ai tenté de convaincre l'organisation humanitaire dont j'étais le fondateur, qui était Action contre la faim, en disant « faut arrêter, on arrête de nourrir parce qu'on croit qu'on nourrit, et en vérité, on donne le carburant de ces espèces de déplacements atroces. » Voilà. Ça, c'est un exemple. Il y en a 15 000 autres qui font que pratiquement, cette humanitaire compassionnelle moderne me semble être, par un mécanisme dialectique, pas complètement inconnu d'ailleurs des philosophes, me semble fonctionner à rendement décroissant et à rendement inverse. Voilà. Alors, ce que je crois, moi, c'est, vous avez dit compassion et quel est l'autre mot? Protection. Voilà. Compassion, protection. Moi, il y a un 3e mot, qui est mon mot à moi, qui est même un petit concept que j'aimerais, si je meurs un jour, avoir un peu porté à
à plus forte, à donner un peu plus de teneur théorique. C'est le concept de réparation. Moi, c'est ni compassion ni protection, c'est réparation. Et réparation, c'est la traduction d'un mot juif, de la philosophie juive, qui s'appelle le tikkun. Le tikkun, c'est l'idée qu'il ne faut pas se contenter du monde comme il est, bien sûr. Enfin, bien sûr, moi, c'est ma position. Le monde comme il est atroce. Il ne faut pas non plus le révolutionner, le changer de fond en comble, comme voulait faire le dictateur éthiopien dont je vous parlais. Ça, c'est encore plus atroce. C'est les Cambodgiens, qui ont été les gens les plus sérieux, probablement, dans le genre révolutionnaire. Les révolutionnaires les plus sérieux au monde, les plus sérieux, qui ont vraiment essayé de changer l'homme dans ses profondeurs, c'est les Cambodgiens. Il n'y a pas plus sérieux. Il n'y a pas plus radical, il n'y a pas plus sérieux, il n'y a pas plus honnête comme projet révolutionnaire que le projet cambodgien. Comme vous savez, c'est un autogénocide. Donc, je pense que l'ordre des choses comme il est abject. La révolution, entendue au sens sérieux, c'est encore plus abject. Il y a une troisième solution, qui est ce que j'appelle, donc, dans une des lettres, à Michel d'ailleurs, la réparation. Voilà, réparation, ça veut dire, c'est un mot des rabbins lituaniens du 19e siècle, qui disent en gros que le monde a été créé et qu'il est en passe de se décréer, et pour pas qu'il se décrée, il faut le réparer. Il faut le réparer, il faut mettre des rustines, il faut mettre une poutre, il faut mettre une pierre de soutènement, il faut empêcher que ça s'effondre. Voilà. On vit dans une, pour reprendre la métaphore de Michel tout à l'heure, de la chambre d'hôtel, on vit dans une chambre d'hôtel dont les murs, le plafond menacent à tout instant de nous tomber sur la tête. Ben pour empêcher ça, il faut mettre des petites poutres, il faut mettre des morceaux de ferraille brinque-ballante, il faut réparer. Voilà. Ma position, c'est ça, la réparation. En fait, pour être honnête, je suis complètement stupéfait même, en y pensant un peu 5 minutes calmement, que des gens aient pensé qu'on puisse changer l'être humain en changeant les conditions sociales et politiques. Ça me paraît tellement con que j'ai du mal même à penser que quelqu'un ait pu le penser, quoi. Je trouve ça fou. Ce que les Cambodgiens avaient de spécial, Michel, c'est que justement, les Cambodgiens n'ont pas pensé, quand je dis que c'est les plus sérieux, c'est qu'eux, ils savaient qu'il ne suffisait pas de changer les conditions sociales et politiques. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire alors? Ils ont essayé de changer. C'est ça le grand truc, qui fait que je dis que c'est les révolutionnaires les plus sérieux. Ça, ils savaient que changer l'économie, ça ne sert à rien. Que changer la politique, ça ne sert à rien. Ils ont dit, on va changer 3 choses, qui sont les 3 soubassements de l'humain. Et ça, c'est sérieux. C'est quoi? C'est la langue. Oui. Ils ont décrété la fin de la langue cambodgienne et d'en réinventer une autre. Ils ont changé l'alphabet cambodgien. C'est le désir. C'était des types qui avaient été formés à Paris, à la Sorbonne, qui avaient lu Lacan, et qui savaient en effet qu'il y avait une logique du désir qui fonctionnait d'une manière, depuis très 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 longtemps, apparemment éternelle. Ils ont dit, ben, c'est pas éternel, on va changer le désir. C'est-à-dire comment, précisément? Ah ben, ils ont réglementé les mariages, ils ont réglementé les unions sexuelles, ils ont publié des manuels de sexualité, d'un puritanisme, mais en même temps d'une précision, d'une obscénité totale. On va changer le désir. Ils étaient baudelairiens. Ils savaient que la sexualité est un acte de torture. Ils savaient ça, que dès qu'on laisse la sexualité aller son cours, il y a un qui a le pouvoir, l'autre qui l'a pas. Enfin, je désolidarise de Baudelaire sur ce point. Bon, mais moi pas. Moi, je crois que c'est vrai. Publiquement. Et enfin, troisième chose que les Cambodgiens veulent changer, l'histoire des villes et des campagnes, c'est le rapport au réel. L'histoire des villes et des campagnes, ce n'est pas les conditions de production, hein, c'est la chose qui semble la plus ancienne, qui est l'ancrage. L'ancrage, c'est le rapport au lieu. Alors quand vous changez le rapport au lieu, quand vous changez le rapport au désir, et quand vous changez la structure de la langue, là vous pouvez vous dire que vous avez tenté un truc que personne n'a jamais tenté, qui est d'aller très au-delà des histoires économiques et sociales. Puis vous voyez le résultat. Il y a eu des procès comment est-ce qu'il s'appelle le dernier, là, Douche. C'était très intéressant, le procès de Douche à Phnom Penh il y a quelques mois. Tout ça a été dit, pas comme ça, mais enfin, c'est ça qu'il était question. Et les types, les Cambodgiens d'abord, mais y compris les bouchers, se sont rendus compte que la seule conclusion logique d'une révolution sérieuse, une révolution qui se contente de faire de la politique et de l'économie, bon, ça fait le goulag.
ce qui est atroce, qui est des dizaines de millions de morts. Enfin, c'est relativement classique. Le Cambodge, c'est pas classique. Le Cambodge, c'était, s'il n'y a pas eu l'intervention vietnamienne, le Cambodge, c'était l'auto-liquidation du peuple cambodgien tout entier, il ne restait plus personne. Et ça, c'était la révolution sérieuse. Voilà. Moi, j'ai cessé d'être révolutionnaire, personnellement. Et ça, c'est ce que je voudrais dire un jour, j'en parlais à un journaliste tout à l'heure, à ce qui reste de l'extrême gauche en Grèce, mais qui est plus importante qu'en France. Moi, j'ai cessé d'être révolutionnaire, j'ai cessé d'être radical, j'ai cessé de penser qu'il fallait traiter les problèmes de l'humanité à la racine. J'ai compris qu'il ne fallait surtout pas toucher aux racines de l'humain. Quand j'ai vu le Cambodge, le vrai truc, dans le calendrier de l'humanité moderne, tout le monde est fixé sur la chute du mur de Berlin. Grand événement, la chute du mur de Berlin, c'est pas, bien sûr que c'est important, mais c'était déjà réglé cette affaire-là. Le vrai événement dans le calendrier secret de l'époque, majeur, celui où vraiment une histoire qui durait depuis les débuts de la chrétienté, a explosé, c'est-à-dire le rêve révolutionnaire, le rêve du recommencement, le rêve du messianisme profane, c'est le Cambodge. Le Cambodge, c'est un événement énorme, énorme, plus important de la fin du XXe siècle. Je n'étais pas au courant du tout. Ça continue à me paraître un peu... Le langage, je comprends, le reste, ça me paraît un peu... Un peu aventureux, quoi. Non, mais c'était... Oui, d'accord. Bien sûr que c'est aventureux, mais c'est plus qu'aventureux, c'était assassin. Mais est-ce que... Non, mais créer un autre langage, je peux imaginer que ça puisse marcher. Le reste... Ce que je veux dire, c'est que c'était tous les types, Pol Pot, Yang Sari, Khieu Samphan, et tout ça, c'est des types qui venaient de Paris, biographiquement. Ils avaient fait leurs études à Paris, entre Sainte-Geneviève à Versailles, où j'ai été professeur d'ailleurs quelques années après, et la Sorbonne, bien. Et c'était le début de la psychanalyse lacanienne. Ils prenaient ça au sérieux, oui. Naturellement. Naturellement. Ils ont compris. Non, mais ça aussi, j'ai du mal à croire que... Non, on pu prendre Lacan au sérieux. Ça paraît fou. Le mot de Lacan aux étudiants de mai 68, c'était ça, c'était mes pauvres amis. Oui. Vous croyez que vous allez changer le monde en faisant des barricades, et vous croyez que vous allez changer le monde en disant CRSSS, tout ça c'est de la surface des choses. Ce qui soude la servitude au cœur des hommes, c'est bien autre chose que la police de Georges Pompidou. Ce qui soude la servitude, c'est la structure même du désir, c'est la façon qu'ont les hommes et les femmes, ou les hommes et les hommes, ou les femmes et les femmes, de se désirer. C'est ça que dit Lacan. Il dit aux étudiants, vous êtes grotesques, vous êtes des Mickey, en vous imaginant que l'État gaulliste, machin, attendez, l'histoire de la servitude, c'est ce que dit Freud quand il dit les livres fils du malheur. L'histoire de la servitude, elle est vieille comme la culture, elle est vieille comme le désir, elle est vieille comme le rapport à l'espace. Voilà. Alors, il y a des servitudes plus ou moins le despotisme asiatique, c'est pas la démocratie américaine, évidemment. Il y a des servitudes plus ou moins lourdes, mais l'idée qu'on peut se débarrasser de la servitude, qui est vraiment l'idée des années 60, qui date depuis toujours, depuis les Vierges folles des débuts de la chrétienté jusqu'à Pol Pot, en passant par mai 68. L'idée qu'on peut se débarrasser de la servitude, c'est une idée qui a un sens seulement si on accepte de voir que les racines de la servitude, elles sont dans l'âme, dans le désir, dans la langue, dans tout ça. Voilà. Alors, il y a 4 mecs, moi c'est ma thèse sur le Cambodge, il y a 4 types qui se sont dit, mais bon sang, c'est bien sûr, ils sont rentrés de Paris, ils sont arrivés au Cambodge, ils ont dit, on va faire comme a dit Lacan, on va faire comme a dit Freud, les livres. Tout simplement. Attendez, la révolution culturelle chinoise, c'est quoi? C'est la prise au sérieux de la phrase de Freud dans Malaise de la civilisation. Les livres, fils du malheur. Les Chinois, c'est pas idiot de brûler les livres. C'est pas idiot. C'est monstrueux. Mais si vous voulez vraiment fabriquer une humanité nouvelle, faut brûler tout ça, oui. Sauf que les livres ont une manière de se pérenniser et de résister. Les livres, ça résiste encore plus que les humains, naturellement. Mais sans prendre aux livres, c'était bien vu. Alors, je vais donc prendre cette idée d'abord de réparation et la notion du livre. Je vais vous lire un extrait donc, de Bernard-Henri Lévy de La guerre en philosophie. On ne refait plus le monde, autrement dit,
on le rend moins mauvais, moins irrespirable, moins fétide. On fait en sorte qu'il reste à peu près habitable et ne laisse pas à l'inhumanité le dernier mot, ni conserver, ni révolutionner, réparer. En tous les sens du mot réparer, tous, y compris au sens de réparation des outrages, etc. Et vous dites dans le livre Ennemi public, les livres sont non le miroir, mais les poutres de l'univers. Et c'est pourquoi il est si important que subsistent des écrivains. Donc une question pour Michel Houellebecq pour terminer, avant que vous puissiez vous exprimer si vous le souhaitez. Pourquoi vous écrivez, Michel Houellebecq? Je ne sais pas extrêmement bien. C'est pour faire plaisir aux gens. Hein. Non, c'est vrai. C'est pour faire plaisir aux gens, en fait. Qu'est-ce que vous ressentez? Je sais pas, ils ont l'air contents de lire. Enfin, il y en a qui ont l'air contents de lire, donc c'est un sentiment agréable. Donc ça donne une forte sensation de sens, sa présence sur Terre, malgré tout. De faire plaisir aux gens. Il y a d'autres moyens, hein, que je néglige pas par ailleurs, hein, mais pour faire plaisir. Oui, oui. Je vous crois? Oui, oui. Au fond, oui, parce que oui. Le fait de s'exprimer, ça ne suffirait pas. Ça ne permettrait pas de tenir sur une longue distance. Donc il faut un feedback positif. Que vous avez, malgré tout. Oui. Tout ce que vous écrivez dans la première lettre. Non, mais là, je parle de mon image, mais j'ai toujours eu des lecteurs qui m'aimaient depuis le début. En fait, c'est assez bizarre, d'ailleurs, parce que l'image médiatique flotte, mais en fait, les gens lisent pas la presse, quoi. La vérité, c'est ça. Donc, c'est totalement indépendant, quoi. Donc, non, j'ai toujours eu des lecteurs satisfaits, heureusement. Donc donner du plaisir. Oui, oui, oui. Mm-hmm. Oui, oui. Oui, c'est quand même une des grandes joies de la vie de lire. Indépendamment de tout intérêt, bon, pas indépendamment d'ailleurs, mais pour voir les choses différemment de l'intérêt théorique de l'existence de livres pour la conscience de l'humanité, pour l'existence même de l'humanité, en fait, d'une humanité consciente, c'est aussi extraordinairement agréable. Il faut signaler aussi cet aspect de lire. Ouais. Bernard-Henri, pour terminer. Pourquoi j'écris? Oui. Parce que c'est parce que c'est ma seule façon de m'intéresser vraiment aux choses, au fond. Voilà. Moi, je disais ça à Michel tout à l'heure quand nous arrivions dans l'avion. Je lui disais que les choses ne m'intéressaient que quand j'avais le pressentiment, enfin, la certitude tout de suite, ou le pressentiment un jour, ou la vague idée, que je pourrais en faire des mots. Voilà. Si je suis très honnête, c'est ça la vraie raison. Si j'écrivais pas, je m'emmerderais, mais alors de manière apocalyptique. Tout m'emmerderait. Moi, je vais jamais voir un film si je dois pas écrire dessus, par exemple. Ça me viendrait même pas à l'idée. J'ai vu le film de Michel Houellebecq, que je tiens pour un très grand film, mais je l'aurais pas vu si j'avais pas absolument l'intention d'écrire dessus. Ce que j'ai fait dans le Point et dans le livre. Donc voilà, moi si j'écris pour vivre. Voilà, j'écris pour vivre. À ce point. Ah oui. Ah bon oui. Bon. Ah ben sinon la vie me tombe des mains, moi. Attendez, je suis beaucoup plus mélancolique que vous. Oui, j'ai l'impression, oui. Ah oui, évidemment. Parce qu'en fait... Mais oui,
Moi, tout me tombe des mains. Bon, pour prendre des exemples, par exemple, j'ai jamais envisagé d'écrire une critique gastronomique. Et alors, et vous allez dans les restaurants? Je mange quand même. Enfin, je vais quand même dans les restaurants. Eh ben, moi qui n'ai jamais envisagé de faire une critique gastronomique, l'exemple est très bon. Dans les villes où je vais souvent, notamment à Paris, je vais absolument toujours dans les mêmes restaurants et je mange absolument la même chose. Ah oui, oui, ça vous êtes un cas, oui, effectivement. Vous le savez. Non, mais, On a disons, déjeuné ensemble. non, mais c'est... À Paris, par exemple, oui, mais j'avais... Oui. J'ai 5 Oui, restaurants, oui, je oui. ne commande pas, ils savent ce qu'ils me mettent comme hors d'œuvre, ce qu'ils me mettent comme plat et ce qu'ils me mettent comme dessert. Ils savent que je bois du Coca Zéro avec un citron pressé à côté et que je fais le mélange. Et voilà, donc, attendez, ça m'intéresse, mais absolument pas. Oui, oui. Je vous ai parlé du test de la poufiasse autrefois. Le test de la poufiasse. Le test de la poufiasse, je vous ai jamais raconté. Quand j'étais jeune et que j'étais libertin, ce qui m'a passé évidemment, mais quand j'invitais une fille au restaurant, il y avait un truc qui était un test absolu, c'était quand elle restait 1 heure à lire la carte. Ça me rendait fou, parce que pour moi l'affaire est réglée instantanément. Donc déjà la fille qui restait 1 heure à lire la carte, etc. Mais ça encore, ça allait, je me disais, elle est intimidée, elle gagne du temps, elle se demande comment je vais aborder les choses, etc. Mais alors il y avait un truc qui était vraiment le test absolu, c'est quand je lui disais, écoutez, vous devriez prendre une entrecôte béarnaise avec du persil. Bien, c'est pas compliqué, une entrecôte persil, mettons, entrecôte frite. Voilà. Vous devriez prendre une entrecôte frite. Et le test de la poufiasse, c'est quand la fille, toujours dans la carte, me disait, où c'est, je vois pas. Voilà. Ça me rendait dingue. Cette passion pour l'entrecôte frite, au point vraiment de vouloir la voir écrite, voir je sais pas quoi d'ailleurs. Peut-être le prix. Voilà. Donc ça, c'est... Oui, mais moi, ça me... Ouais, enfin, ça me déprime, hein, quand même, ce que vous dites. Ah ben oui, ça vous déprime. Mais ça vous est arrivé? Ah non, on ne peut pas le test de la poufiasse, mais plus généralement, par exemple, le fait de penser, de me dire que c'est vrai que depuis que j'ai fini plateforme, j'ai plus refait de tourisme sexuel, je trouve ça déprimant. Déprimant de me dire que peut-être j'ai fait du tourisme sexuel que pour écrire un livre. Quoi. Ah oui. Ah, moi, ça me déprime de rien que de penser ça, Attendez, même je me dégoûte un peu à la limite. Vous feriez du tourisme sexuel sans plateforme, je peux vous dire que 24 heures après, vous êtes de retour à Paris. Bien entendu. Mais c'est déprimant. C'est pas l'inverse. déprimant. Bon, je prends... si on se dit pour tout... pour les autres formes de sexualité, autres tourisme sexuel, si on va loin, c'est pas un peu déprimant? C'est l'inverse. Tourisme sexuel, c'est horrible Non, mais... s'il n'y a pas un livre derrière. Oui, mais est-ce que la sexualité, c'est horrible s'il y a pas un livre derrière? Allons jusqu'au bout. Ah oui? Ah, totalement. Ça n'a aucun intérêt, mais attendez. Ah, il est radical. Ça n'a aucun intérêt. Écoutez, Si c'est pas pour faire des personnages de romans, Oh non. surtout vous êtes... Moi encore, je ne suis pas un vrai romancier, je vais le redevenir. Mais moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas écrit de roman. Mais attendez, vous allez voir le prochain, ça fait 20 ans que je prends des notes. C'est mon tourisme à moi. Ça fait 20 ans que je prends des notes et vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, mais donc je voulais vous pousser jusqu'au bout. Vous avez assumé radicalement cette position. Bon, j'espère que l'AFP n'est pas là. Hein. Ben, Tout le si, monde quand est là, même. parce que là, c'est je suis mort, filmé et c'est en direct. Là, je suis mort. Moi, je trouve ça, cette idée que je peux même pas sortir dans la rue sans avoir ça. Qu'est-ce que vous avez? Un carnet de notes, quoi. Ah, oui. Et quelque part, ça me déprime. Ça continue à me déprimer de penser ça. Ah, moi, c'est la seule chose qui, au contraire, je ne dirais pas que ça m'exalte, mais c'est la seule chose qui fait que j'arrive à peu près à faire les choses. Bon, mais ça va, on a assez... Oui, À quand là, Ennemi public numéro 2 peut-être, non? Vous allez écrire un livre parce que cet échange ne va jamais terminer de toute façon. C'est vrai que ça a recommencé, Hein? là, Michel. Ça recommence là. Oui, on a encore dit des trucs qui n'étaient pas dans le livre. Et hein. voilà. Mais oui. Donc, N'achetez pas le livre sur la foi de ce qu'on a dit là, la moitié de ce qu'on a dit est Oui, pas dans le bouquin, hein. c'est nouveau, oui. On ne veut pas vous tromper sur la marchandise. Hein. il faut le voir quand même. Il est très beau. Hein. Il est meilleur que le livre français. Il est plus beau. L'édition grecque est meilleure. Il faut dire que c'est les le éditions papier- ST le papier qui ont de meilleure particulièrement qualité, soigné Le papier de meilleure qualité, la couverture est... est très belle.
Bon, c'est pas. Ah, si, elle est Mais belle. disons qu'elle est rigide, enfin elle est plaisante, c'est un livre plaisant. Voilà, voilà. Il est C'est beau. bien imprimé, l'impression est fine, le papier n'est pas trop blanc, c'est toujours agaçant. Et c'est en grec surtout. Ah oui, c'est en grec, mais ça, oui, c'est pas ce que je fais. Oui. Alors, est-ce qu'il y Ça a en a l'air- parmi vous qui voudraient poser Oui. une question? Ça fait 2 heures qu'on est là. Hein. Moi, je oui. sais. Je suis ravi. C'est pour ça que je vous... C'est formidable, mais ils en ont marre peut-être, non? Comment? Danger public, ben c'est pas mal, c'est très bien. C'est pas mal. Danger public, c'est une bonne variante. Bon, comme je déteste quand les salles se vident, ou bien vous restez, ou bien on pose 3 questions, mais on part pas en milieu des questions. Alors, non, là, ça m'énerve. Non, vous allez nous énerver, là. Restez une seconde. Alors, il y a le monsieur au centre. Voilà, on vous écoute. Je voudrais poser la question, quelles sont les grandes valeurs de l'univers qui sont y compris dans ce livre, s'il y a cette chose-là? Merci. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris. En fait. Les grandes valeurs de l'univers. Oui, vous posez la question à qui? Oui, oui, je la répète. Oui. Dans ce livre-là, est-ce que sont montrées quelles valeurs universelles ou pas? Il n'y en a pas. Merci. Mais non, parce qu'en plus, on n'est pas toujours d'accord, donc elles ne peuvent pas être, vous voyez, peuvent pas être universelles. C'est ça qui est marrant dans le livre, hein, c'est qu'on n'est pas d'accord. Oui, il ne se dégage pas d'accord sur des valeurs universelles dans ce livre. Enfin, il se dégage. Il y a des points d'accord, hein, mais ça Il y a va des pas- points d'accord, ça va pas on finit jusqu'au- par s'aimer, mais il n'y a pas de valeur universelle. Oui. Non, on peut pas. Oui. On peut pas gagner à tous les coups. Pas gagner sur tous les tableaux, voilà. Oui, pas sur tous les tableaux, c'est ça. Oui. Madame? Αν και μιλώ αρκετά καλά γαλλικά, θα προτιμήσω να διατυπώσω την ερώτησή μου στα ελληνικά. Άκουσα έναν όρο, ο οποίος... Comment ça marche? Oui. Άκουσα έναν όρο, ο οποίος δεν ξέρω γιατί με έκανε κάπως να ανατριχιάσω. Τον όρο réparation. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε στο μυαλό ο όρος reprogrammation. Σε έναν κόσμο ο οποίος μαστίζεται από συγκρούσεις, για διάφορες αιτίες, όταν κάποιος δεν είναι ιδιοκτήτης, δεν είναι κύριος του χώρου του, δεν ορίζει την ιδιοκτησία του, πώς θα επισκευάσει? Επισκευάζεις κάτι το οποίο πρώτον σου ανήκει. Και δεύτερον, αν επισκευάσεις κάτι σαθρό, οι εργασίες σου είναι μετέωρες, πάνε χαμένες. Αν γυρνάγαμε μερικά χρόνια πίσω, τότε που η Ευρώπη είχε αιματοκυλιστεί, θα μπορούσαμε άραγε να μιλήσουμε για réparation ή έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα? Ζούμε σε μια ιδανική κοινωνία, το Μάζο Καμπανέλα, πολιτεία του Πλάτωνα, δεν ξέρω ποιανού φιλοσόφου σε ποιο πλανήτη. Ποιος λοιπόν θα κάνει αυτές τις επισκευές, τι εννοούμε ως επισκευές και για ποια κοινωνία μιλάμε και στο κάτω-κάτω ποιο είναι και το μέλλον του ατόμου σε αυτή την κοινωνία όπως τη βιώνουμε και όπως τη ζούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα ελληνικά, ρεπαρέ θα λέγαμε περισσότερο διορθώνω ή, ναι, ή επουλώνω επίσης, ανάλογα με το... Όχι απαραίτητα επισκευάζω, αλλά... En deux mots, parce qu'il est vraiment tard, en deux mots. Un, je ne suis pas platonicien. Je suis un anti-platonicien radical, parce que je crois qu'être platonicien, c'est s'interdire de regarder la réalité du monde, c'est-à-dire la merde du monde et la tragédie des hommes. Voilà.
Un platonicien, c'est quelqu'un qui s'installe dans le pur domaine des idées et pour qui la misère réelle des hommes est un accident, une contingence, quelque chose qui ne mérite pas le souci philosophique. Voilà. Moi, je suis sartrien, en ce sens-là. Sartre, ce qu'il avait de formidable, c'est qu'il est descendu du ciel des idées platoniciennes, il s'est engouffré dans la réalité sordide du monde, il s'est confronté à ce qu'il appelait la colère des choses, et il a pris tout ça à bras-le-corps. J'ai pris le siècle sur mes épaules, séquestré de l'Altona, etc. Donc je suis anti-platonicien. L'exemple du platonicien aujourd'hui, vous le connaissez en Grèce, il s'appelle Alain Badiou. Alain Badiou, c'est un platonicien, et quand arrive la guerre d'agression de la Serbie contre la Bosnie, avec tout ce qu'elle suppose, il répond, attendez, de quoi me parlez-vous? Cette espèce de petit accident historico-mondain, c'est un article très célèbre de Badiou et atroce, qu'on les laisse à leur arène. Les Bosniaques et les Serbes, ça ne m'intéresse pas, qu'on les laisse à leur arène, qu'ils s'amusent entre eux, au prix des centaines de milliers de morts, de viols, d'enfants martyrisés, etc. Du point de vue de Platon, tout ça n'existe pas. Voilà. Donc je ne suis pas platonicien. Bon. Cette notion de réparation, elle est réalisable, deuxièmement, j'ai bien compris votre question, en considérant justement qu'on ne répare pas que ce qui vous appartient. Réparer que ce qui vous appartient, c'est la définition même de l'individualisme petit bourgeois dans ce qu'il a de plus minable. Je répare je mets une clôture, je répare mon petit jardin, puis advienne que pourra ailleurs. Bon, voilà, réparer, c'est justement ne pas réparer que ce qui vous appartient. S'intéresser au génocide du Rwanda, c'est pas mon affaire, ça m'appartient pas, j'ai rien à voir, j'ai très peu en commun probablement avec les génocidés du Rwanda. Ben justement, c'est pour ça que je pense qu'il y a réparation nécessaire. Une autre question? Alors moi j'ai une question à M. Houellebecq et à M. Lévy. La première, vous êtes adressé dans votre échange épistolaire à M. Lévy. Pourquoi lui? Et est-ce que vous aviez proposé cet échange avec quelqu'un d'autre? Et si quelqu'un d'autre, avec qui vous aimeriez aussi avoir des échanges épistolaires? Et à M. Lévy, vous lui avez répondu, vous avez dit parce que vous l'avez senti déprimé, donc c'était une forme de compassion. Ou alors, vous vouliez réparer quoi? Je dirais parce que moi, j'avais l'impression que je pouvais parler un peu de tout. Un peu de tout ce qui me préoccupait. Je connais d'autres gens avec qui j'aurais pu, effectivement, mais je pense que ça aurait été plus limité, je sais pas, on serait vite polarisé sur un sujet, sur une obsession commune, quoi. Enfin, alors que là, je savais pas trop. Je savais pas trop ce qui allait se passer, en fait. Et c'est bien... En fait, je crois pas que je suis capable de faire un livre en sachant comment ça va tourner, quoi. Enfin, c'est un peu pour les... Bernard-Henry offrait beaucoup de possibilités a priori. C'est vrai que si je fais un plan, je fais pas de livre, quoi, en gros. Enfin, oui. Donc ça offrait une liberté. Plutôt une indétermination. Quant à moi, non. La compassion, l'histoire que je vous ai racontée au début, oubliez-la, c'était pour vous faire rigoler. Elle est vraie d'ailleurs. Mais c'est quand même pour vous faire marrer, parce que je n'ai pas cru un seul instant que Michel était sérieux dans son idée qu'il était fatigué de la vie parce qu'il se faisait du souci pour son chien. Tout ça, c'est évidemment de la rigolade. Donc c'est pas pour ça que j'ai désiré faire ce livre. J'ai désiré faire ce livre parce que je l'admire. Parce que j'ai un... Alors là, pour le coup, j'ai
j'ai un certain mépris pour la société littéraire, pour une grande partie de la société littéraire parisienne, ce qui fait d'ailleurs que je ne suis jamais à Paris parce que ça m'embête de plus en plus et que j'ai plus le temps de m'embêter. Et parmi les gens que j'observais de loin et pour lesquels, au contraire, j'avais beaucoup de considération et même de respect, il n'y en a pas beaucoup. Et il y avait Michel Houellebecq, dont j'avais lu les romans. Puis il y a deux choses. J'avais de l'admiration pour ses romans, et j'avais de l'admiration aussi, parce que moi je suis un guerrier, pour la façon dont il se comportait face à l'adversité. Je trouvais ça pas mal. Je trouvais qu'il se tenait bien, et qu'il avait à sa manière soi-disant mélancolique et tout ça, je trouvais qu'il avait du panache dans sa façon. Il est passé par 2-3 trucs pas marrants, hein, un procès fait par des organisations bien pensantes, etc. Ça, je ne lui ai jamais dit ce que je suis en train de vous dire là, vous voyez. Mais je trouvais qu'il se tenait bien droit et que tout ça avait de l'allure. Donc l'admiration littéraire plus ça fait que quand on s'est retrouvé tout seul dans le restaurant du Ritz, etc., quand il m'a dit à personne avec qui débat, je dis ben, on y va tout de suite, mais sérieusement. Voilà. Et pour moi, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Franchement, je ne vois pas avec qui j'aurais fait ce livre-là. J'ai pas de temps à perdre, je suis vieux, j'ai 60 ans passés. À l'époque, Régis Debray? Bon, non. Présenté. Bien sûr que non. Régis Debray, d'ailleurs, c'est très simple, vous ne croyez pas si bien dire. Régis, et là, voilà, vous verrez que ce n'est pas du tout un... On a commencé à le faire. En 1991, on a commencé le même livre. Ben, je ne sais pas si vous le savez. Oui. Bon, ben voilà. On a commencé le même livre. J'ai 4 lettres de Debray, il a 4 lettres de moi. Et puis ça m'a gonflé, quoi. Les bras m'en sont tombés, j'ai trouvé que ça n'avait pas d'intérêt. Pourtant, il est brillant, Régis Debray. Il y a le corps de préoccupation commune. Il y a la zone, il y a la quantité idoine de désaccords. Ça marchait, quoi. Ben, ça m'a pas intéressé. Et on a arrêté tous les deux, mettons. Voilà, pas être désobligeant. On a arrêté tous les deux, mais ça m'a pas... Voilà. Et les lettres existent, quand on sera mort, elles seront publiées. Mais c'était pas bien. C'était très brillant. Très, très brillant. Pas assez littéraire, je dirais, quoi. Pas assez littéraire, oui, puis... Moi, les gens avec qui j'aurais eu le problème, impossible de les entraîner vers le débat d'idées, quoi. Puis en plus, les gens étaient furieux qu'on fasse ça, Michel et moi, ensemble. Ça, c'est marrant aussi. Tous les Houellebecquiens lui ont dit « Qu'est-ce que tu vas faire avec ce salopard ?» Et moi, tous les BHLiens m'ont dit « Qu'est-ce que tu vas faire avec ce salaud ?» Donc ça, c'est formidable aussi. C'est formidable. Oui, j'ai pas eu tout à fait ça. Hein? Ah si. Attendez, j'ai vu Internet, je suis allé sur votre site. Allons. Non, c'est pas... Houellebecq n'a commis aucune erreur, sauf faire un livre avec Bernard-Henri Lévy, et moi la réciproque. C'est pas tellement sur le ton du reproche, mais c'est plutôt sur le ton, il est dingue, il perd la tête. Voilà, oui, c'est comme ça, il perd la tête. Il perd la tête, oui. C'est pas me reprocher, c'est plutôt... Parce que les Houellebecquiens vous respectent. Moi, les BHLiens me respectent peut-être un peu moins que les Houellebecquiens vous respectent, donc ils ont été plus vifs avec moi. Mais en gros, ça revient au même. C'est plutôt du genre, il fait vraiment n'importe quoi. Voilà. Ouais, c'est vraiment ce mec. Donc ça, c'est marrant, ça. Quand vous avez 2 écrivains et que leurs partisans réciproques disent il fait vraiment n'importe quoi, là, on se dit que c'est vraiment très intéressant. Et sur ce, on va se quitter.